Bonjour à tous, nous voilà pour ce replay du Mich Live numéro 6 avec Greg et Alain. Victor qui va nous poser les questions. Aujourd'hui, c'est nivologie. Comment ça fonctionne la neige ? Là, on va rester concentré sur la casquette neige. Alors moi, tout de suite, je suis arrivé avec mes gros sabots. J'ai dit, en premier, il faut quand même parler un peu des flocons, tout ça. Ouais, donner des noms et expliquer pourquoi finalement s'y intéresse plus trop. Voilà, alors on va passer directement à ce petit dessin, qui est un dessin qu'on peut retrouver sur dataavalanche.org. Ce dessin, donc, il parle du flocon, du moment où il part du nuage au moment où il touche par terre. La première ligne du haut, c'est seulement sur celle-là qu'il est question du cristal. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer une fois au sol, justement. L'ensemble des métamorphoses, voilà, ce qui donne lieu à des types de grains extrêmement variés. C'est essentiellement ce qui se passe au sol, et c'est ça qui va déterminer la stabilité ou l'instabilité. Il y en a 17 000, mais je les ai fait aller très très vite. Ah, ok. Et c'est en voyant ces grains sous binoculaire dans les laboratoires du Centre d'études de la neige, mais dire si c'est ce grain-là qui a provoqué telle instabilité ou ci ou ça c'était juste impossible, quoi. D'accord. Là, il y a un truc qui est quand même intéressant à regarder. C'est par exemple la sublimation. Ouais, c'est le principe de changement de forme des grains sans que ça fonde. Tout le monde connaît la fonte et le regel, ok, pas de problème. Mais n'empêche que dans un manteau neigeux sec, les grains changent de forme sans arrêt. Parce que la glace, en fait, passe directement à l'état vapeur, c'est ce qu'on appelle la sublimation. Il faut quand même en connaître 2-3 parce que quand ils discutent entre eux, ils parlent quand même de temps en temps de grains. C'est du givre. Ça scintille, voilà. Et tous ces grains qui scintillent, une fois qu'ils sont en surface, sont très jolis, mais une fois enfouis, représenteront quand même un danger potentiel. Voilà, donc c'est de ça dont on va parler nous aujourd'hui, plus précisément. C'est comment les couches de neige s'empilent et comment elles fonctionnent pour, à un moment, avoir le potentiel de glisse. Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, la glisse. Qu'est-ce qu'une couche fragile ? Couche fragile, c'est une couche de grains qui sera à l'intérieur du manteau neigeux. Elle est constituée de grains qui sont assez grossiers et qui vont avoir la capacité de s'effondrer pour créer une propagation à l'intérieur du manteau neigeux et ensuite le glissement peut-être d'une plaque. Ouais. Pour compléter ce que tu dis, pour moi donc s'effondrer brutalement. C'est-à-dire qu'une couche fragile, c'est une couche de grains qui sont liés entre eux de façon justement fragile. C'est une couche qui a peu de cohésion, mais tant qu'elle a de la cohésion, cette couche fragile, elle maintient ce qu'il y a au-dessus, elle maintient un peu tout en place. Et une couche est fragile, en tout cas elle joue ce rôle, au moment où elle s'effondre brutalement. Si elle s'effondre brutalement, elle se désagrège, les grains se décollent, en même temps que les grains se décollent, ce qui est au-dessus, entre guillemets la plaque, va aussi être décollé. Donc s'il y a la pente suffisante, c'est ça qui va glisser. D'accord. Bien comprendre. Une couche fragile, tant qu'on la laisse tranquille, les grains ont de la cohésion, tout va bien. Mais si on commence avec le bazar là-dedans, voilà, c'est la désagrégation. Et le bazar n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Ouais, c'est-à-dire que là, on avait pris donc des grains d'une couche fragile, il fait très froid, on n'a pas de phénomène de fonte, et très vite, ces grains s'agglomèrent. Et dès qu'on met un tout petit peu d'énergie, s'il n'y a qu'une boule de pétanque, eh bien, ces grains qui étaient collés entre eux se désagrègent brutalement. Et ça correspond à ce qui se passe quand nous, on passe sur la neige, par exemple, et qu'on va déclencher une plaque. C'est l'interrupteur. Donc voilà, on a bien compris. Voilà comment marche une couche fragile. C'est une couche donc, qui sera à l'intérieur du manteau neigeux, qui a la propriété de se désagréger brutalement avec un peu d'énergie. Exactement. On a des couches fragiles qui ont été montrées ici, pareil sur des photos très précises, mais si on regarde les grains en détail, ça ne nous dit pas que c'est une couche fragile. J'avais beaucoup apprécié ces images des Canadiens qui montraient enfin qu'on a des couches fragiles temporaires qui ne sont pas du tout typiques et qui ne sont pas du tout faciles à reconnaître en creusant le manteau neigeux. Par contre, elles apparaissent dans les tests nivologiques. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'eux, ils ont un process et on va suivre votre process du début à la fin. On va creuser là, c'est sympa. Ce point important qui est l'inclinaison 23-24. On est dans une zone qui est safe. On passe directement donc à la suite, c'est la réalisation du trou. Il utilise donc sa sonde pour avoir une largeur qui fait 2,40 à peu près. Ouais, c'est le gabarit. Voilà, les deux bâtons, donc ça donne un gabarit et après il creuse autour de tout ça. Il y a deux genres de personnes dans le monde, ceux qui ont pistolet et ceux qui creusent. Voilà. D'ailleurs, c'est la seule fois où tu as creusé, c'est quand tu étais filmé, je crois. C'est ça. Du coup, première question de Paul, là, il demande dans quel cas on fait ce processus. Pourquoi on fait ça ?
On fait ça quand on s'est dit qu'on aimerait bien comprendre un petit peu comment est la neige et comment elle fonctionne. Effectivement, on peut avoir un objectif pédagogique, on fait ça pendant les formations. Mais nous, on fait ça surtout pour estimer le risque d'avalanche. C'est vraiment ce qu'on a trouvé de mieux. Garder les grains à la loupe, non. Faire un profil stratigraphique dans un trou, non. À chaque fois qu'il y a avalanche et qu'on fait ce genre de mètre dans la neige, quelque part, ces phénomènes qu'on recherche, amorce et propagation de rupture, on les retrouve. Il emploie déjà des mots compliqués. Donc amorce, c'est le petit paf dans la neige qui désagrège. Donc ça, c'est l'amorce. Et la propagation de rupture, c'est une fois que cet effondrement s'est fait à un endroit, comment il se propage sous la neige. Ça, c'est la propagation. Dans la couche fragile. Donc il y a quand même une correspondance entre ce qu'on observe en faisant ces trous et ce qui se passe au niveau d'une avalanche. On va passer au premier petit jeu que vous faites. Après, je me préoccupe pas trop de gabarit. Premier jeu qu'on fait, c'est le jeu de la colonne. Les Américains disent Stability Test. Et moi je leur dis non, on joue, donc Stability Games. Tiens, il n'est pas en train de planter le poing, le machin, le poing, les doigts, pour la dureté. Non, la dureté c'est fait. On a exploré au bâton, on sait que c'est un petit peu irrégulier. Et en tout cas, tendre jusqu'au fond. Là, ce qui m'intéresse, c'est de voir si dans cette superposition, il y a quelque part privilégié où ça va casser. Et ben voilà, excellent. Voilà. À peine j'ai posé ma pelle, il y a une rupture ici qui est très nette. Et c'est sur la neige qui s'effrite. Ce qui est dangereux dans mon motoneigeux, c'est la couche fragile. Une couche fragile, c'est une couche qui peut se désagréger brutalement. Il demande, comme ces tests sont variables d'un endroit à un autre, est-ce qu'on pourrait pas les regrouper? C'est parfait, c'est fait. Le développement s'est fait les derniers jours là. Sur Data Avalanche, on a une carte des avalanches signalées et observées. C'est un site qu'il faut remplir. Et en fait, eux, ils essaient de remplir tant qu'ils peuvent avec tout ce qu'ils font, mais ils ne sont pas partout. Et nous, on est sur le terrain et souvent on observe des coulées, des avalanches. Ça prend pas très longtemps de le faire maintenant avec les nouvelles technologies. Et donc là, on va continuer dans les observations avec la partie de gauche, toujours la deuxième colonne. Paf. Et là, si je mets le doigt derrière, mon bloc, il vient tout seul. Ça veut dire que le fait qu'il y ait une couche fragile, c'est pas suffisant comme condition. Il faut aussi que cette couche fragile soit désagrégée. Et cette désagrégation, ce que j'ai fait en tapant, c'est ce que vous, mes amis, vous faites parfois en skiant ou en raquette ou ci et ça. Mais voilà, ça s'appelle la surpression dynamique. Voilà, donc deuxième partie avec encore des jeux un peu différents dans les colonnes de la partie la moins épaisse de neige. Donc c'est pour ça qu'on fait toujours une tranchée. Il ne faut jamais faire un trou, parce qu'on a l'impression que si tu fais un trou, là, tout le manteau neigeux est résumé là-dedans. Et dès qu'on fait une tranchée, on dit à 2 mètres près, ça change. Donc je ne te dis pas l'échelle d'une pente. Il y a Anas qui nous dit bonjour, au Maroc ils n'ont pas de BERA, donc elle rappelle que c'est important d'être autonome. Voilà, et c'est très bien de le dire parce que nous, on est des petits bourgeois un peu mal habitués. Voilà. Vu que tout est fait tout le temps pour nous, la majeure partie du temps dans nos vies, dans nos sociétés, on oublie que des fois, il faut s'impliquer quand même. Et le ski, c'est pas juste youhouhou, j'achète les gros fats, je mets des belles fixations, le casque de Biao et j'engage. Non, il y a... Du moment qu'on va hors piste, il y a de l'implication à avoir, quoi. Sauf si on choisit de laisser la chance faire. Alors, c'est ce qui se passe la plupart du temps, mais on ne s'en rend pas compte qu'on fait ça. Voilà. Ah non, parce que l'avalanche est rare et statistiquement, quand même, la probabilité de se faire prendre est relativement faible. Et oui. Et donc, avec une chance normale, on peut effectivement très bien faire des rides de folie et jamais se faire manger en croyant qu'on est bon. Mais c'est la chance. Et si on estime que il faut un petit peu aider la chance, alors on fait ce genre de manœuvre. Et je suis très curieux de voir ce que ça va faire ici. Donc c'est pareil, on fait joli. Donc c'est pour ça qu'on dit on fait joujou. C'est-à-dire que le manteau neigeux, voilà, c'est plus le manteau neigeux naturel tel qu'il est avec ses accroches sur le côté, tout ça. Là on a isolé un bloc, faut pas se leurrer. C'est un modèle. Si je tape un peu, paf, là seulement. Donc plusieurs fragilités. Une au sol, c'est une couche fragile mince qui doit être là, mais surtout on retrouve notre couche fragile qui là n'est plus sous 20 cm de neige, mais sous un bon 40.
Voilà, donc là, on voyait bien que ça marche pas exactement pareil à droite qu'à gauche, ça marche à 2 endroits, mais on retrouve toujours la même couche, qu'il y a plus de neige dessus, et que du coup, s'il y a une propagation, ce qu'on va voir plus tard, il peut y avoir des grosses masses de neige qui se Mais déplacent. surtout se rendre compte que là, à l'échelle d'une tranchée, c'est déjà variable. À l'échelle d'une rupture d'une avalanche, il arrive que d'un côté, ça paraisse parfaitement stable, et de l'autre, totalement instable comme ça. D'avoir conscience de cette variabilité d'un endroit à l'autre, il doit être amené à être prudent quand même par rapport à ce qu'on voit sur ce genre de processus. Voilà, donc on va continuer le processus justement. Maintenant, il va les titiller dans cette fameuse couche fragile pour provoquer ce fameux effondrement, un peu comme si c'était un skieur qui le provoquait. Premier petit jeu, on permet d'identifier une couche fragile qui marche bien. C'est ça la colonne. Ça permet d'identifier une couche fragile avec laquelle on va pouvoir continuer à jouer. Et leçon numéro 1, couche fragile. Leçon numéro 2, l'amorce de rupture, ça marche bien. Et on va voir si dans cette couche fragile qu'on a identifiée ici, on peut avoir une propagation de rupture. Et la réponse, c'est oui. Voilà. Voilà, donc là, c'est assez clair, hein. La scie rentre d'à peu près ça, et l'effondrement se propage sur toute la longueur. Qui montre que quand une couche fragile s'effondre, les grains se désagrègent et on passe à un milieu complètement différent. Voilà, donc en gros, pour faire une image, on passe de quelque chose de solide à liquide, quasiment. Ouais, c'est pas le cas physique, le physicien. Si. Mais l'image, et c'est un peu ça. Si, le physicien parle de solide granulaire et de liquide granulaire. Ah ben j'en étais pas loin. Alors. T'es dedans, ouais, bravo. Là, ça s'interroge. Est-ce qu'il y a une épaisseur au-dessus de ces couches fragiles à partir du moment où on est bien C'est que plus on augmente de la charge de neige sur une couche fragile, et mieux la propagation va se faire. Quand la rupture s'est propagée dans cette couche fragile, ce qui est au-dessus devient décollé, on est d'accord ? Ouais. Ce phénomène de décollement de la plaque va marcher d'autant mieux qu'il y a une forte charge de neige. Mais il faut associer à ça que plus il y a de neige sur cette couche fragile, et plus il sera compliqué d'amorcer la rupture. Donc il y a bien ces deux phénomènes. Mais le problème, Robert, c'est ce qu'on a dit au début, c'est que le manteau il est souvent irrégulier. Et ça ressemble souvent à ça, le manteau. Donc à des endroits, il est très épais et on aura peut-être du mal à déclencher. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quelle hauteur de neige on a entre les skis et la couche fragile. Et comme ça varie dans quelques mètres, on ne le sait jamais à l'avance et c'est là où ça devient très compliqué. Si on n'a pas compris ces phases de mécanique de la rupture, on a du mal à comprendre pourquoi j'appuie ici, ça part là-bas, pourquoi je suis sur le plat, ça part au-dessus. C'est à cause de ce phénomène d'amorce et de propagation. Très bien, donc, il a bien dit la amorce et propagation. Je pense pour nous c'est important de garder ces mots. Amorce, l'interrupteur. C'est ça. Et après, est-ce qu'il y a propagation ? Parce que là on a vu avec du poids en plus dessus, il a à peine rentré la scie, ça s'est propagé. Mais il y a des jours, il y avait 2-3 jours, j'ai essayé, on a essayé avec des clients, on pouvait mettre du poids dessus et on pouvait scier tout le manteau jusqu'au bout et ça craquait au bout. C'était pas la même chose. Laurent, il demande est-ce qu'il y a des conditions météo qui vont faire que ces couches deviennent plus fragiles ? Ah là là. Alors oui, il y a des conditions météo qui font que, sauf que sur le terrain, c'est quand même un sacré bazar. Après un coup de vent du nord, un coup de vent du sud, un redoux, un coup de pluie et de froid parce qu'il y a une nuit claire. Donc le fait d'anticiper comment va être le manteau neigeux en connaissant les conditions niveau météo, c'est bien, c'est une phase. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que sur le terrain, on a beaucoup d'informations. Donc oui, essayer de prévoir comment va être le manteau neigeux quand on est à la maison, au bureau, c'est bien. Mais quand même, sur le terrain, c'est quand même très important de savoir ce qu'on a sous les pieds. Donc ça, c'est toujours un peu les mêmes questions que moi, ils me remontent. C'est comment on fait depuis loin pour savoir si c'est bon ou pas. Voilà. Parce que les fameuses bonnes conditions, qu'est-ce que c'est les bonnes conditions ? Je ferai un Mitch Live d'ailleurs sur les bonnes conditions. Mais les bonnes conditions depuis la vallée, c'est compliqué. Donc on peut avoir des infos. Donc à un moment, il va falloir aussi mettre les mains dans le cambouis. Question d'Étienne justement, parce que là il trouve que c'est un peu complexe quand même tout le processus. Est-ce qu'il y a des clés pour déceler cet état instable du manteau neigeux sans appliquer tout le protocole ? Tout à fait. Alors la première quand même, le premier outil du skieur, c'est son bâton. Plus souvent côté poignet, quand on perçoit des différences de dureté importantes, différence de dureté suspecte. Alors soit on dit c'est suspect et puis je me méfie des pentes à plus de 30, etc. Soit on a envie d'en savoir un petit peu plus, parce qu'il n'y a pas que la dureté qui est importante, auquel cas on creuse. Mais c'est toujours pareil, est-ce qu'on se contente d'une info parcellaire pour dire hop, là je me méfie ? Là je pense que c'était une question vraiment, c'est souvent des questions qui me remontent, j'en ai énormément comme ça, c'est comment on fait
pour y aller sans s'impliquer. En gros, c'est ça. Eh bien, à mon avis, ça ne marche pas. Moi, ça ne m'empêche pas d'aller skier, mais ça va me permettre de choisir l'endroit où je vais aller skier. Ça va me permettre de voir si je vais plutôt dans les grandes pentes, dans les pentes raides, moins raides. Et puis, sur place, je vais vérifier ces infos que j'ai prises de chez moi. Et puis, je vais aussi regarder les fameuses couches fragiles que je ne pouvais pas voir depuis chez moi. Donc, il a tout résumé. Donc, il faut s'impliquer. Tu ne peux pas venir au ski en disant, est-ce que en 3 mots, oui, c'est bon, non, c'est pas bon. La fameuse limite des 30 degrés, c'est sûr à 100% ou presque? Oui. Voilà. Oui, pour qu'une plaque démarre, il faut 30 degrés. Donc voilà, 30 degrés, grosso merdo, c'est la base. Alors à condition de compléter cette histoire de carte des pentes avec aussi les avalanches observées. C'est-à-dire que si des avalanches très grandes sont possibles, comme ça l'a été les jours passés, on peut être loin d'une pente à 30 degrés et quand même se faire ramasser par un truc qui vient de loin au-dessus. De très loin, parce que c'est dur d'imaginer la taille quand c'est très gros. Donc, pour en revenir à comment ça fonctionne, on va passer 4 dessins qui sont importants. Donc ça, c'est la neige, comme elle est posée. Donc on voit, il y a un château de cartes dessous et des petits ressorts entre les blocs. C'est le modèle du physicien François Louchet. Et donc, il a imaginé ce modèle, 2 châteaux de cartes, qui est très simple, que tout le monde peut se représenter, voilà. Et 2 blocs reliés en dessus par des ressorts. Voilà, donc ce qu'ils appellent l'amorce de rupture, c'est vraiment l'amorce d'effondrement. C'est ce que fait le skieur en passant qui fait écrouler le château de cartes à un endroit. On a vraiment cette amorce d'effondrement. Après, ce qu'il faut pour qu'une avalanche se fasse, donc ces châteaux de cartes s'écroulent sur une zone qui est assez grande, donc il y a une propagation. Et cette propagation va aller jusqu'à un endroit. Et il reste le dernier truc, c'est pour ça que moi, quand vous parlez d'amorce de rupture, ça me gêne un petit peu parce que c'est dur à comprendre. C'est la rupture de la plaque à proprement parler. C'est le petit ressort qui, à un endroit, tout se tenait, parce que des fois, ça peut s'écrouler comme sur le plat, ça s'écroule, mais ça ne va pas partir parce qu'il n'y a pas ce petit ressort qui peut casser. Et des fois, dans la pente, ça fait la même chose. C'est ce qu'on appelle les wumps. Les wumps, c'est l'anti-crack de Joachim. C'est l'effondrement. Voilà. Et après, il faut... ce que moi j'appelle la rupture, c'est la rupture de la neige qui est au-dessus, qui elle va casser à une ligne qui sera la ligne la plus faible et qu'on ne peut pas vraiment lire parce que c'est suivant comment c'est fait le terrain. Et il faut que cette neige craque aussi pour pouvoir y aller. Donc c'est la combinaison de tout ça à la suite. Alors voilà. 2 choses importantes sur cette rupture de la plaque proprement dite. Donc certains disent très bien, en fait ce n'est que la première rupture visible. C'est-à-dire que l'anti-crack, l'effondrement, ça se passe en dessous, on ne voit rien. Éventuellement, personne on ne le voit pas. Mais cette seconde rupture, la rupture dans la plaque proprement dite, ce n'est que la première rupture visible. Mais en même temps, elle est déterminante, parce que l'endroit où elle va se produire, ce que tu évoquais, c'est ce qui va déterminer la taille de l'avalanche, la taille de la plaque. Et autant aujourd'hui, ces phénomènes d'amorce et de propagation de rupture dans la couche fragile, sous la plaque, c'est quand même très bien connu par les scientifiques à échelle internationale. Second point, la rupture dans la plaque, ça effectivement c'est très mal connu, impossible à anticiper, et pourtant c'est ce qui détermine la taille de la plaque, la taille de l'avalanche, et par conséquent les précautions à prendre, etc. Et là, cette histoire de taille d'avalanche, comment est-ce qu'on peut savoir si en ce moment il se passe des grandes ou des petites? Encore une fois, avalanche observée. Des observateurs de datavalanche.org qu'il faut que l'on remplisse et que tout le monde remplisse. Bien comprendre, malgré tout ce qu'on a raconté, que la présence de la couche fragile n'est pas la seule condition nécessaire à l'avalanche. Il ne faut pas non plus simplifier, c'est-à-dire que certaines de ces couches fragiles qu'on a observées jusque-là vont persister. Et néanmoins, dans les jours qui viennent, le risque d'avalanche va diminuer. Il y a des chercheurs canadiens, notamment Bruce Jamieson, qui a étudié ça toute sa vie, sans réussir à comprendre comment il se fait qu'on puisse avoir une couche fragile persistante qui subsiste à un endroit, enfouie sous les quantités de neige qui vont bien. Et il y a des moments où ça marche, des moments où ça ne marche pas. Donc le lien entre les grains, la stabilité, c'est loin d'être tout à fait direct. Ben voilà, vous avez fait un petit sticker, je vous laisse le commenter. Donc le triangle. Voilà, on fait tourner ça dans le sens qu'on veut. Voilà. Par celui d'en haut. Par celui d'en haut, qui donc sont la montagne. les avalanches récentes observées. Voilà. Avant, de chez nous, on peut regarder des sites comme Data Avalanche, mais plein d'autres sites communautaires sur lesquels les gens racontent ce qu'ils ont vu. Les WhatsApp. Quand on tourne un peu, on arrive aux pentes à 30 degrés, on en a bien parlé, je pense. On a l'indice du BRA. L'indice, c'est le texte, bien sûr. L'indice donne une information qui n'est pas tout à fait factuelle, mais qui est une information qui doit nous servir. Donc après, on a la surcharge, nouvelle neige par le vent, par le ciel. La pluie également, ça agit comme une surcharge. Là, il y a la hausse des températures, puisque je vois la flèche vers le haut.
Deux choses un peu dedans, il y a la fonte qu'on connaît un peu tous, qui est assez visible, assez facile à voir. Et puis il y a la hausse des températures sans fonte. Quand il y a une variation pour la neige, que ça monte ou que ça descende, je regarde, je sais qu'il va se passer des choses. Et le dernier, c'est ces fameuses couches fragiles, dont on a pas mal parlé. Et... Donc c'est pour ça que des fois, il faut un peu mettre les mains dans le cambouis pour voir si justement ça marche ou ça marche pas, ça y est pas, à quelle profondeur et comment c'est. Voilà, ces couches fragiles, c'est compliqué, mais c'est majeur. Pas de couches fragiles, pas de plaques, sauf plaques de fond, glissement, réputation, mais c'est vraiment un cas à part, tout le manteau neigeux. Mais autrement, sur un manteau neigeux homogène, pas de couches fragiles, pas de plaques. Mais attention, elles ne sont pas faciles à détecter. Pas toujours faciles à détecter, mais quand elles sont grosses comme mon nez, il faudrait arriver à les voir. Voilà, c'est ça le message. Merci messieurs pour ce Mich Live. On se retrouve l'année prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à donner votre avis, à re-regarder tous les replays, les lives ou même les épisodes. Moi je vous dis bonne année et à l'année prochaine. Ciao, bonne Monscagne. Le guide Michelin, c'est une réflexion collective sur la pratique de la montagne, du ski et de l'alpinisme sous tous les sens. Ouvrir le débat, échanger sur certaines idées préconçues et peut-être tordre le cou à certaines croyances. C'est ça les pages du guide Michelin.